peut-on encore désobéir? Si nous arrivons dans une dystopie douce, il semble de plus en plus impossible d'échapper au monde dans lequel nous entrons. Mais alors, peut-on encore refuser ce monde? Peut-on encore lui désobéir? En janvier 2025, c'est près de 7,42 milliards de personnes qui possèdent un smartphone. Ça veut dire que quasiment chaque personne sur la planète Terre possède un téléphone portable, enfin un smartphone. Qui dit smartphone, dit divertissement et réseaux sociaux. Et oui, si les Français passent près de 2h30 par jour en moyenne sur leur téléphone, ce qui paraît déjà une quantité non négligeable, ce n'est rien face au cadre du podium, l'Afrique du Sud, avec 9h30 par jour en moyenne en 2024. Or, sur ces téléphones, en France notamment, 1h30 est consacrée aux jeux mobiles et 1 heure sur les réseaux sociaux, en 2022 en tout cas. C'est-à-dire que l'intégralité du temps est quasiment passée à perdre son temps globalement, ou du moins, on va être d'accord là-dessus, à se divertir. Et vous savez ce que j'en pense? Je pense que c'est totalement normal, parce que cette époque, c'est celle de la poursuite du divertissement. Et les réseaux sociaux sont un plan parfait pour nous conditionner à cela. Un plan en fait parfaitement machiavélique. Ces réseaux sociaux nous comparent sans cesse au monde extérieur, à des personnes qui nous montrent leur corps, leur réussite, leur motivation, leur victoire, leur mode de pensée, leur vie quoi en fait. Mais nous, qu'avons-nous à proposer? Souvent troublés, désarçonnés face à la comparaison parfois écrasante qui nous est proposée, une seule pensée reste au creux de notre mémoire, une petite voix démoniaque nous susurre. Face à eux, tu n'es pas au niveau, tu n'es pas comme eux, tu n'es rien. Mais tu peux le devenir, mais pour ça, il faut être productif. Arrête de scroller, arrête de te plaindre et passe à l'action. Le 21e siècle est le siècle de la productivité. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Tout nous est présenté sous ce paradigme. Le but de ta vie, c'est de laisser une trace, de devenir quelqu'un quoi en gros. Ça c'est un message que nous proposent en grande partie les réseaux sociaux. Et j'aimerais admettre l'hypothèse que c'est déjà le cas dès l'enfance en France à travers une petite digression. En France, la seule possibilité d'un futur, c'est celui où nous travaillons. Et donc pour ça, en général, il faut avoir son bac et un diplôme d'études supérieures. J'aime à penser que cette idée est corroborée notamment au lycée, voire dès le collège, lorsque l'on commence à appréhender la vie en société avec des matières théoriques et plus intellectuelles comme l'économie, où l'on apprend que ceux qui ne travaillent pas sont des inactifs, comme les retraités ou les personnes sans emploi par exemple. Et j'avoue que lorsqu'on m'a présenté ce terme alors que j'étais adolescent, j'ai pas bien compris. Bon, malgré mon cerveau endormi, disons fonctionnel pour la seule chose qui m'intéressait à l'époque, c'est-à-dire rigoler, passer du temps avec mes amis et commencer à m'intéresser aux filles, je trouvais déjà ça à l'époque plutôt choquant. Et derrière ce terme, il y a ceux qui sont parce qu'ils font, qui contribuent, et ceux en gros qu'on nomme à travers leur comportement, ceux qui ne font pas, ceux qui parasitent en fait. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Je me pose la question. Si la France loue dès le départ la productivité chez les enfants et donc adolescents, on vient de le voir, cette philosophie de vie, elle est aujourd'hui amplifiée à notre époque actuelle. Et effectivement, en voyant des contenus qui nous comparent toujours aux autres sur les réseaux sociaux, en fait, on suit en effet la même logique de produire, donc on évolue avec l'idée que ceux qui vont à l'encontre de la productivité semblent divergents, anormaux même. Ceux qui ne produisent pas sont pointés du doigt et culpabilisés dans notre société. Pour avoir vécu une période de chômage, c'est quand même quelque chose de plutôt désagréable où tout le monde te pose la question de alors où est-ce que tu en es dans ton travail? Est-ce que tu as trouvé un travail? Ce qui ne fait que généralement augmenter ton irascibilité et ton malheur, parce que c'est pas une question très sympa. Donc évidemment, comme tout le monde, tu veux travailler pour gagner ton argent, avoir une situation stable, mais ça reste quand même très difficile de trouver facilement un travail. Et pourtant, c'est ce sur quoi les gens te jugent. En parlant de travail, c'est quand même une notion assez capitale, je trouve, chez les jeunes de ma génération, donc à peu près la génération Z, puisqu'il y a un vrai refus, une démotivation. On pourrait regrouper ces deux sentiments comme plutôt une perte de sens dans la notion de travail. Et c'est ce qu'observent donc les anciennes générations en parlant aux jeunes, mais aussi les entreprises. On voit donc que les nouvelles générations conçoivent la vie différemment, non pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. La Gen Z est arrivée dans le monde du travail et ils ne sont pas là pour suivre les règles absurdes qu'on a acceptées pendant des décennies. Ils bousculent tout. Mais est-ce que c'est vraiment un choc ou juste du bon sens qu'on aurait dû appliquer depuis longtemps? Évidemment, ça veut pas dire qu'il ne faut rien faire de sa vie. Je pense personnellement, ça n'engage que moi, qu'il faut un juste milieu en fait où il faut trouver une passion dans le travail et être autonome pour gagner sa vie en tout cas, tout en s'accordant des vrais plaisirs et pas du scrolling. Donc toute cette réflexion nous permet d'avoir la conclusion suivante sur notre époque. Si la productivité c'est le mot d'ordre actuel, on observe aussi que tout signe de relâchement, de repos en fait, c'est une erreur sociale. Par conséquent, et paradoxalement, les réseaux sociaux sont à la fois le poison et le remède de notre époque. Tu vas sur les réseaux pour te reposer, pour te changer les idées, ce qui est déjà un péché social, mais lorsque tu finis par t'extraire de ces applications, une seule pensée te colle à la peau. Il faut que je sois productif pour être aussi bon que les gens que je viens de voir. Donc cette séance intime et quotidienne, cette relation toxiques que nous entretenons avec ces réseaux sont comme des sessions de flagellation, comme le début d'un espèce de jeu érotique, d'abord agréable et sensuel, avec un certain lâcher-prise, qui se métamorphose petit à petit en un espèce de piège sournois et malsain duquel on ne peut se défaire et qui nous blesse mentalement, nous laissant donc des cicatrices psychologiques. C'est comme si les réseaux sociaux te punissaient pour ton relâchement, comme s'ils avaient été conçus
pour cela. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a un parallèle très intéressant à faire avec la junk food, enfin la fast food, quoi, la nourriture un peu malsaine, et la pornographie, qui a les mêmes effets de perte d'estime de soi, de déprime après coup, avec son élan de lucidité sur l'erreur qu'on vient de commettre. Et ça, je pense que c'est pas anodin, je pense que c'est vraiment le diktat de l'époque, à savoir, tu ne dois pas te relâcher si tu ne peux pas te relâcher en fait. Et toi putain de merde, rien à foutre de ta dépression. Et paradoxalement, pour en revenir à nos écrans, je connais pas une personne autour de moi qui en a pas marre de scroller, et pourtant, malgré cette prise de conscience, très peu s'en défend, comme une toile aliénante. On observe une ambivalence que je trouve assez fascinante. Malgré le diktat de produire et de ne pas se relâcher, tout le monde participe pourtant à la folie collective pénitente du doomscroll. Alors moi, personnellement, l'hypothèse que j'ai en tête, c'est que on pense que les réseaux sociaux sont en fait le seul endroit, le seul refuge quelque part, qui nous permet d'échapper à la pression de produire autour de nous. Et le grand danger des réseaux, ce n'est pas simplement qu'on perd notre temps, c'est qu'on est prisonnier de la prison parfaite. Une prison où l'on est le propre geôlier de notre condition mentale. Et dans cette situation, le repos quotidien que les réseaux nous proposent sont en fait un moyen de nous détourner de nous-mêmes, pour nous poser des questions sur qui nous sommes, sur notre vie actuelle, et tout ça, ça veut dire en fait nous faire face. Mais alors comment désobéir? Comment se détourner des réseaux sociaux quand le monde se résume à nos écrans? Nous avons vu dans une vidéo qu'Internet était un formidable terrain secret pour rassembler des gens entre eux, pour contester l'autorité et faire de la révolution. Ce qui est vrai, évidemment. Mais Internet est aussi un terrain miné. Internet est aussi le plus grand terrain du monde pour exprimer et confronter ses idées. Cependant, les algorithmes des réseaux sociaux, en donnant de l'importance à la haine, l'émotion la plus rentable, la plus profitable, qui ancre ses utilisateurs le plus longtemps sur ces plateformes. Le temps, par exemple, de pouvoir écrire un commentaire insultant à quelqu'un avec qui l'on n'est pas d'accord. Pour l'expéditeur, il croit faire la différence, mais ce n'est qu'une goutte de sang dans l'océan rouge des réseaux sociaux, qui en revanche fait bien la différence pour les patrons de ces grandes entreprises qui s'enrichissent davantage. Les réseaux sociaux ne font pas que diviser les gens, ils formatent également leurs pensées avec un algorithme qui ne présente que des contenus qui vont dans le sens des utilisateurs ou qui renforcent leurs pensées en leur présentant des situations extrêmes où leurs opinions sont renforcées, radicalisant sans qu'on le voie les utilisateurs. On observe aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant d'hommes tournés à droite, voire à l'extrême droite, en trouvant refuge dans des contenus traditionnels, conservateurs et extrêmes pour s'opposer aux contenus extrêmes aussi à gauche qui valorisent ici plutôt la culture woke. Les réseaux sociaux ont en grande partie, je pense, participer à la division des sexes. Et ça, c'est un phénomène planétaire chez les jeunes. Et c'est même encore plus grave parce que ça nous pousse à ne plus pouvoir écouter les opinions différentes des nôtres. Pourtant, on en ressortirait grandi, enrichi d'avoir un point de vue différent. Mais c'est pas le cas. Et j'ai l'impression que les grands perdants actuels sont ceux qui sont du côté de la gauche. Dans l'analyse qui va suivre, je ne défends aucun camp et j'observe simplement, d'accord? J'observe et j'essaie de comprendre ce qui fracture. Je ne parlerai même pas de l'histoire politique de la gauche en France depuis ces 40 dernières années, mais de la culture woke et surtout de la cancel culture qui annule, comme son terme l'indique en anglais, quelqu'un qui n'a pas la même opinion que vous. Je pense que c'est une des raisons qui a radicalisé les adversaires politiques de la gauche, donc la droite. Et pour vous expliquer, la cancel culture sur internet, c'est une sorte de conciliabule géant qui se met d'accord de façon quasi unanime pour jeter du jour au lendemain l'opprobre sur quelqu'un s'il a eu des propos qui ne rentrent pas dans le logiciel de pensée woke. If I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the wrong verb then I can sit back and feel pretty good about myself because man, you see how woke I was, I called you out. Et ça, je pense que c'est dommage parce qu'en faisant ça, la droite, elle peut que gagner. La gauche fait exactement ce qu'elle reproche à la droite, c'est-à-dire d'être fermée, rigide, autoritaire et intolérant. N'est-ce pas là ce même comportement quand on cancel quelqu'un? Un petit peu quand même. En plus de cela, c'est généralement une décision qui ne s'appuie sur aucun argument, mais plutôt sur un verdict automatiquement prononcé, comme si la cancel culture était à la fois juge et bourreau robotique. La cancel culture semble avoir une espèce de bingo mental invisible, prêt à cocher la moindre incartade non politiquement correcte lors d'une prise de parole franche de plus de 5 minutes, ce qui ne manquerait donc pas d'arriver. Cette sorte d'entente métaphysique wokiste qui relie ses adeptes entre eux décide subitement qu'un tel ne mérite plus qu'on lui accorde la parole ou qu'on lui accorde de l'importance. Ce qu'il faut reconnaître est quand même plutôt fascisant sur les bords. Exactement, encore une fois, ce qu'elle reproche à la droite. Si on pousse l'analyse encore un peu plus loin, la cancel culture ressemble étrangement à l'intrigue d'un des livres de Franz Kafka. Un tribunal invisible, mais qui sait tout et surtout qui décide de tout, de ta vie ou de ta mort. Mais ici, c'est ta vie ou ta mort sociale. Tout ça, c'est très kafkaïen et encore une fois très intolérant, très violent et souvent sans empathie. Tout ça, ça fait que ça renforce la pensée de droite à penser justement que les gens de gauche ne veulent plus débattre ou qu'ils en sont devenus incapables maintenant qu'ils sont corrompus par ce pouvoir de
une nuisance. Et ça, c'est le genre d'argument que la droite sort tout le temps depuis des années. Avec le fameux argument de on joue pas aux pigeons, on joue pas aux échecs avec un pigeon parce que tout ce qu'il va faire au final c'est envoyer les pièces valser et chier sur le plateau. Donc voilà, on joue pas au même jeu en fait quand on débat avec l'extrême droite. Et si la gauche n'arrive plus à débattre à l'extérieur, elle n'arrivera pas non plus à le faire en interne, comme on l'observe chaque jour dans l'actualité. Et effectivement, ce type de comportement, de refuser de dialoguer ou de débattre quand on ne pense pas pareil, bah ça ne peut que affaiblir la gauche. Ça les fragilise encore plus que leur dissension interne les morcelle. Et pour le coup, je suis assez fier de moi parce que en cherchant à illustrer ces propos pour voir si j'avais raison ou pas, comme parfois je le dis, parfois je me trompe, je suis tombé sur cette vidéo du philosophe de gauche François Bégodeau que j'avais déjà cité dans une de mes vidéos, ou deux je sais plus, qui a effectivement le même raisonnement ici. À partir du moment où on émet ce genre de réserve, on est immédiatement classé comme quelqu'un qui serait un droitard, en tout cas qui serait réactionnaire, etc. Ce qui fait que ça donne quoi quand on se soucie, comme c'est mon cas, de la vitalité du débat à gauche, ça donne que la gauche est incapable de débattre en son propre sein et donc de continuer, encore une fois, à muscler son jeu, à densifier son intelligence du réel, ce qui est tout à fait dommage, parce que ça crée vraiment une sorte de médiocrisation de la gauche, en quelque sorte. Aujourd'hui, la gauche a le pouvoir social, et j'irai jusqu'à défendre l'idée que la gauche possède le pouvoir éducatif. Je pense que tout le monde s'entend plus ou moins là-dessus. Et je pense aussi qu'elle a même voire le pouvoir médiatique, ce qui là, pour le coup, est beaucoup plus débattable. Mais en fait, elle n'a pas le pouvoir le plus important, c'est le pouvoir politique. La gauche y perd toutes les élections depuis 13 ans. Mais bizarrement, on a l'impression quand on regarde l'actualité que la gauche ne cherche pas à apprendre de ses défaites, puisqu'elle ne fait que perdre. Il faudrait pourtant se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils perdent politiquement? À moins d'aimer perdre en continu. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, autant ne pas se poser la question et continuer à perdre. Mais je pense pas que ce soit le cas. Tout simplement parce qu'il y a peut-être une majorité silencieuse qui n'a plus l'envie ni le courage d'essayer de parler avec des gens qui risquent de les tuer socialement lorsqu'ils essayent simplement de dialoguer avec eux. Alors ils se taisent, mais ils se vengent. Ils se vengent bien dans les urnes. Et toute cette frustration qu'ils ont refoulée, ça les radicalise davantage. Ce qui les fait voter encore plus à l'extrême. Donc à l'extrême droite. Et ce qui est horrible de constater, c'est que la culture woke, qui a pris de plus en plus de place durant ces dernières années, elle a atteint son apogée, on va dire, en 2024. Mais à chaque apogée, ça descend aux enfers comme on le voit aujourd'hui. Et effectivement, la culture woke, je pense qu'elle a créé d'elle-même le nouveau mouvement, la nouvelle doxa qui va prendre sa place et qui a déjà pris sa place aux États-Unis. Et je pense que non seulement la culture woke, et notamment plutôt là la cancel culture dont je parle, elle a radicalisé ses opposants politiques en faisant passer des gens à droite à l'extrême droite, offrant donc des cadeaux aux partis de l'extrême droite par millions, mais elle a aussi créé un nouvel électorat revanchard qui veut simplement la liberté d'expression qu'elle a perdue et qui veut aussi, je pense, aller à l'encontre du wokisme plus globalement. La culture woke a fait renaître de ses cendres, ou en tout cas amplifié énormément l'extrême droite en Europe et dans le monde. Et c'est vraiment dommage parce que je pense sincèrement que la culture woke a du bon, parce qu'on n'a jamais mieux vécu aujourd'hui en pouvant être profondément qui on veut grâce au wokisme. Et même Pascal Praud, le mec le plus gaucho qui existe, le dit. Et vous préférez lequel des mondes, le monde de vos filles ou le monde de vos parents? La question. Écoutez, moi je pense que j'aime bien le monde d'aujourd'hui, Léa. Et donc dans cet extrait, on voit que Pascal Praud il bafouille parce qu'il sait intérieurement, et ça le fait chier, ça l'agace de l'admettre, qu'on n'a jamais mieux vécu aujourd'hui et qu'il est préférable pour ses filles de vivre dans l'époque actuelle plutôt que celle de ses parents. Donc je pense que le monde il est plus ouvert, plus bienveillant, plus tolérant. Enfin, sauf quand on ne verse pas dans le politiquement correct, n'est-ce pas? Bon, ça, je taquine un peu, je rigole. Évidemment, je pense que tout ça n'est pas aussi limpide. Mais je ne pense pas m'y tromper, je dirais même que je pense détenir une petite partie de cette vérité. Mais ça démontre bien qu'il y a un enjeu de société aujourd'hui où il devient de plus en plus difficile de désobéir aux écrans, comme nous l'avons vu. Il devient également très difficile de désobéir aussi aux algorithmes qui nous façonnent, qui nous uniformisent, comme on l'a vu avec la cancel culture, qui nous force à adhérer parfois à des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres pour éviter donc une mort sociale. Il devient donc très difficile de désobéir au communautarisme, à l'autarcie et au repli sur soi. Mais pourtant, je pense qu'on peut encore désobéir et que l'on doit désobéir à cette vie numérique qui nous fait, je pense, plus de mal que de bien. Désobéir aujourd'hui, c'est ne rien faire, ce qui constitue déjà un acte révolutionnaire. Désobéir, c'est se reposer dans un monde où tout le monde produit. Désobéir aujourd'hui, c'est refuser de participer à cette dichotomie, à cet écharpement politique. Désobéir, c'est quitter les réseaux sociaux où, si l'on décide d'y rester, c'est de créer des contenus non polarisés, non algorithmiques, mais humains et nuancés. Désobéir, c'est aussi apprendre à se taire, à ne pas jouer le jeu des plateformes pour tenter de ramener quelqu'un à ce que l'on croit être la raison. Désobéir, c'est regarder différentes opinions politiques. Désobéir, c'est se faire son propre avis. Désobéir, c'est aussi avoir le courage de dire ce que l'on pense aux autres avec tact et sagesse. Désobéir, c'est engager des dialogues avec les autres avec humanité et chaleur plutôt qu'avec une approche cybernétique et froide. Désobéir, c'est donc revenir dans le présent, se connecter aux autres en dialoguant avec eux, empreint d'une pensée indépendante, imparfaite, mais libre. Prenez soin de vous, c'était Ken.